Les facteurs, ce sont vos sources d'inspiration. Je partagerai avec vous quelques-unes de mes sources d'inspiration. Je crois que pour la première d'entre elles, j'aurai ça en commun avec beaucoup de gens présents ici ce soir. Mais je suis également convaincu que nous admirons cette personne pour des raisons également différentes, parce qu'encore une fois, le leadership est quelque chose de personnel. Ce que je retiens de Nelson Mandela, c'est sa notion, son concept du sacrifice. Un vrai leader est toujours celui qui paye le plus lourd tribut. En tant que directeur de société, ça peut vouloir dire que vous travaillez 14 heures par jour, que même si au bureau facilitateur, quand vous rentrez chez vous le soir, vous continuez à travailler pendant que vos collaborateurs sont en train de dormir. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison. La plupart des gens savent qu'il a été libéré le 11 février 1990. Très peu de gens savent que dès 1985, il avait reçu une proposition secrète du président Botha pour être libéré, à la condition qu'il abandonne sa lutte avec l'ANC. Et il a dit non. Sachant très bien que ce nom pouvait signifier qu'il passerait le reste de ses jours en prison et qu'il mourrait. Combien de soi-disant leaders nous avons vus dire haut et fort, nous tomberons tous jusqu'au dernier. Et lorsque l'avant-dernier est tombé, quand c'est à son tour de tomber, il sort un petit drapeau blanc et dit oh, finalement, moi je crois que je vais me rendre. Ça, c'est pas du leadership, c'est de la lâcheté. La deuxième qualité chez Nelson Mandela, c'est que j'apprécie particulièrement, c'est par rapport à sa compréhension de la notion de leadership. Lorsqu'il était plus jeune, il allait voir le directeur de sa tribu, le chef de sa tribu, et il lui a demandé de lui expliquer c'est quoi le leadership. Le chef de sa tribu lui a dit le leadership c'est pas très compliqué au fond. Il faut mener depuis l'arrière. Ça peut paraître comme une oxymore pour certaines personnes, mais lorsque vous regardez l'image du berger, et c'est l'exemple que ce chef de tribu a pris à Nelson Mandela plus jeune, le berger, en étant à l'arrière, peut veiller sur tous ses moutons. Je m'excuserai l'analogie, les autres ne sont pas les moutons, mais c'est vraiment juste pour bien préciser comment ça marche. En étant à l'arrière, vous pouvez voir quels sont les moutons qui dévient sur la droite, que vous pouvez ramener dans le tombeau, quels sont ceux qui dévient sur la gauche, et décider à n'importe quel moment quels sont ceux qui doivent mener le pack, quels sont ceux qui doivent être au milieu, quels sont ceux qui doivent être à l'arrière. Parce que vous avez une vision globale de la situation. Vous fermez la marche. On confond beaucoup en Afrique de leadership, et on se dit très souvent qu'il faut être devant. Il y a un culte de la personnalité. Le problème quand on est devant, c'est que on perd de vue tous ceux qui restent derrière vous, tous les moutons qui sont derrière vous. Vous pouvez très bien avoir deux moutons qui sont en train de compoter pour dire ce berger-là il fatigue, au prochain tournant on va lui faire la boue. Mais si vous êtes devant, vous les voyez quand ils composent. Vous anticipez tout. Et donc c'est ça ce que moi je retiens de Mandela. Mener depuis l'arrière. La deuxième source d'inspiration, c'est Winston Churchill, pour également deux raisons principales. D'abord parce que Winston Churchill adorait apprendre de nouvelles choses. Un vrai leader cherche toujours à apprendre le maximum de choses dans la vie. Pas nécessairement des choses qui dépendent de l'industrie ou du secteur dans lequel il travaille, mais un vrai leader va s'intéresser à tout, à l'art, aux sciences, à la littérature, parce qu'il comprend que la clé du monde, c'est la connexion des points. C'est comment ce que les Américains appellent connecting the dots.
Si vous n'arrivez pas à faire ça en tant que leader, vous aurez beaucoup de surprises. Et ce qui fait la qualité des leaders, c'est justement de pouvoir reconnaître des assemblages qui ne sont pas nécessairement évidents à la personne moyenne. C'est ça qui lui donne son temps d'avance. C'est cette vision, cette anticipation. À moins qu'il y ait de l'art, des sciences, de la littérature, il y a eu la naissance du monde, il y a eu la naissance de l'humanité. C'est pour ça que les artistes sont des humains, les scientifiques sont des humains, les littéraires sont des humains, les politiques sont des humains, enfin je crois. Mais toujours est-il que par son ouverture d'esprit, Winston Churchill, en dépit d'être un homme politique, a reçu le prix Nobel de littérature en 1953. Et au fil du temps, il est devenu un peintre émérite. Parce qu'il a gardé une ouverture d'esprit qui l'a permis d'apprendre de nouvelles choses. La deuxième qualité de Churchill, c'est son humour. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'humour pour désamorcer une situation qui paraît dramatique. Lorsque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis bombardaient les Anglais, Churchill, rien que par l'humour, a réussi à ridiculiser les nazis par les discours qu'il faisait à la radio. Et en les ridiculisant, il les a tout de suite rendus moins terrifiants aux yeux des Anglais et leur a fait prendre conscience qu'ils pouvaient donc gagner face à cet ennemi, juste sur la base de l'humour. Ma troisième source d'inspiration, c'est Lee Kuan Yew, qui malheureusement nous a quittés cette année, le père fondateur de Singapour, à qui les Singapouriens doivent absolument tout. D'abord, parce que c'est une personne qui avait une vision exceptionnelle. Lorsqu'il a décidé que Singapour quitterait le groupement malais en 1965, la plupart des observateurs lui ont dit « Vous ne tiendrez pas 4 ans. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de ressources naturelles, vous n'avez pas d'armée. Dans 4 ans, vous repartirez vers la Malaisie à genoux. » Mais il a quand même pu développer une vision qui a réussi à convaincre tous les gens qui étaient autour de lui. En 1965, le PIB par habitant de Singapour était de moins de 1000 dollars US par tête. Aujourd'hui, il y a 55 000 dollars US par tête. C'est ça le résultat de sa vision. La seconde qualité de Lee Kuan Yew, c'est son autorité. Un leader doit forcément être autoritaire, pas tyrannique, autoritaire. Un leader doit savoir taper du poing de la table. Et Lee Kuan Yew l'a fait lorsqu'il a décidé de s'attaquer à la corruption. Lorsque les Anglais ont quitté Singapour en décembre 1971, Singapour était l'un des pays les plus corrompus sur Terre. La corruption était une activité à haut profit et faible risque. Lee Kuan Yew a inversé le système. C'est devenu une activité très risquée et peu lucrative. Et il l'a fait en s'imposant les choix les plus difficiles, y compris celui d'aller annoncer à un de ses amis de très longue date qui faisait partie de son gouvernement qu'il allait être arrêté parce qu'il y avait des preuves irréfutables de corruption contre lui. Les larmes dans les yeux, la mort dans l'âme, il annonça à son ami qu'il allait aller en prison. Et il est parti chez lui. Quelque temps après, on a appelé Lee Kuan Yew pour lui dire que son ami s'était suicidé. Il lui avait laissé une note disant « J'ai fait une faute, c'est normal que je paye le plus lourd tribut. » C'est pas quelque chose qu'on voit suffisamment en Afrique, à mon sens. Ces trois leaders sont des leaders transformationnels.
Ils ont observé l'environnement dans lequel ils étaient, ils l'ont amélioré, et dans le processus, ils ont amélioré la vie des gens qui les entouraient. Ce type de leadership transformationnel, est un leadership de crise. C'est le seul qui puisse changer la tendance. Et l'Afrique est en crise depuis trop longtemps. Alors la question maintenant c'est, êtes-vous un leader transformationnel? Peut-être pas au même niveau qu'un Mandela ou un Gandhi, mais à partir du moment où on a une position de leadership, c'est une opportunité de transformer les choses. Et il y a essentiellement 4 qualités que vous retrouverez chez tous les leaders transformationnels. La première, c'est l'influence idéalisée, ce qui est plus couramment connu sous le nom de charisme. Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de si spécial que les gens ont envie de vous suivre? Parce que les gens ne suivent pas ceux qui sont trop comme eux. Gustave Le Bon a parlé de la psychologie des foules. Ils suivent quelqu'un qui a quelque chose de plus, soit son intégrité, soit son courage. Vous devez avoir quelque chose de plus. L'avantage en Afrique, c'est surtout en Afrique subsaharienne, chez les Bantous, on a un culte du chef. Le chef est chef parce qu'il est chef. Et donc, c'est un chèque en blanc que vous recevrez à chaque fois qu'on vous mettra dans une position de leadership. Le problème, c'est qu'il ne faut pas le décevoir. C'est pour ça que je parlais du sacrifice de passer 14 heures par jour. C'est la crédibilité auprès des employés. Vous êtes obligé de montrer l'exemple pour justement maintenir cette influence idéalisée. C'est comme le père qui représente son fils en lui disant: ta vie est délabrée, tu bois, tu fumes, tu cours les femmes. Alors, moi, ton père, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais tu cours les femmes. Donc, je vais faire la même chose. C'est l'exemple que l'on projette. La deuxième qualité, c'est la considération individuelle. Et à mon sens, c'est là où les sociétés occidentales pêchent un petit peu, parce qu'elles sont entrées dans une dynamique où ce sont les cours des actions, les bénéfices qui ont pris le pas sur l'homme. L'avantage en Afrique, c'est que nous avons encore une espèce de chaleur qui fait qu'on peut faire comprendre à un employé, à un collaborateur, qu'il est plus qu'un employé ou un collaborateur. Je ne parle pas de l'inviter à dîner, mais je parle de prendre le temps de communiquer. Parce que c'est ça la considération individuelle, c'est de prendre le temps de communiquer. Nous avons des procédures, très souvent pour les filiales des sociétés qui sont à l'étranger, qui sont assez, je ne veux pas dire rigides, mais elles reflètent un mode de culture. Quand un de mes collaborateurs vient me dire j'ai besoin de 2 jours d'absence parce que j'ai perdu mon frère, et qu'on commence à faire tout remplir tous les formulaires, et puis je vois qu'en fait son frère c'est son cousin girondin. En tant qu'Africain, je dois me dire oui, c'est son frère. On n'a pas de père cousin girondin dans notre langage. Je dois chercher à comprendre quel est le lien qui véritablement unissait ces 2 personnes. C'est pas, non, c'est pas le, vous n'avez pas le même père, la même mère, c'est, on rate quelque chose pour quelque chose. Même si au final vous lui expliquez que c'est pas possible, vous ne pouvez pas lui donner, mais le fait que vous ayez pris le temps de lui expliquer,
La plupart des collaborateurs, ils n'oublient pas. Parce qu'ils se disent c'est une marque de respect. Vous avez pris le temps de leur expliquer. Troisième chose, c'est l'inspiration. Motivation. Motivation inspirationnelle. Et là, c'est la vision que vous projetez. Sans vision, personne n'est capable de se motiver pour quoi que ce soit. Lorsque je suis arrivé à Cowboy Ranch, je parlais informellement avec mes collaborateurs, certains de mes collaborateurs, et certains de leurs collaborateurs, et je leur posais la question de savoir, mais qu'est-ce que vous faites ici à Cowboy Ranch? Il y en a qui me disaient, ben, moi je fais la paix, moi je arrose les plantes. Et moi je leur ai dit, ben, c'est bien, mais moi je préférais que vous disiez, je travaille sur un projet qui en 2020 représentera 15% du PIB congolais. C'est ça la vision. Parce qu'avec une vision, les gens se dépassent, ils donnent beaucoup plus. C'est ça la vraie motivation. C'est la même chose que pour les astronautes. Quand vous dites à un astronaute, tu vas aller sur la Lune, mais avant ça, tu vas subir un entraînement de 4 mois où tu vas être enfermé dans une capsule, tu vas manger des conserves, tu ne verras pas ta femme pendant 4 mois. Il y en a que ça arrange, mais d'une manière générale, c'est dur pour un astronaute. Ce sont des sacrifices énormes. Mais il le fait parce qu'il sait qu'il y a un voyage sur la Lune à la clé. Combien de gens de cette salle sont allés sur la Lune? Même quand on rêve, on fait rarement des rêves où on s'envoie aller sur la Lune. Moi, je ne l'ai jamais fait. C'est pour vous dire que si l'objectif est suffisamment grand, n'importe qui peut atteindre n'importe quoi, peut se mettre en cadre pour ça. Mais il faut une vision. Le quatrième critère, c'est la stimulation intellectuelle. Est-ce que vous challengez le statu quo qui existe au sein de vos entreprises? En tant que leader, si vous avez tout le monde à un supérieur, est-ce que vous challengez le statu quo et plus encore, est-ce que vous encouragez vos collaborateurs à challenger le statu quo que vous représentez? Et c'est un élément important parce que c'est un élément d'inclusion. À partir du moment où vous encouragez vos collaborateurs à remettre en question les choses, vous allez recevoir les fruits de l'innovation, de l'originalité dans la manière de régler les problèmes. Alors la question c'est, est-ce que vous challengez les statu quo? Parce qu'une fois que cette inclusion se fait, vous aurez l'avis des hommes, vous aurez l'avis des jeunes, vous aurez l'avis des femmes, et c'est de la diversité que naît la vérité. Quelqu'un disait, aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Il y a ce concept qui s'appelle la sagesse de la foule. En 1906, dans un marché en Angleterre, c'était une foire au bovin, on a pris un taureau qu'on a dépecé devant tout le monde, on l'a placé sur les balances. Et on a demandé à 800 personnes de deviner le poids que ce taureau avait. Et on a pris la